Au départ, j'avais mis un point d'interrogation, et puis à la maquette, il a disparu, et au fond, en effet, il était superflu, ce point d'interrogation, tant ce modèle déjà est installé par certains aspects, et tant sans doute il va être conforté par le nouveau gouvernement, par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui est l'un des plus chauds partisans de ce modèle. Quand on parle d'école-entreprise, on peut entendre peut-être deux choses, peut-être davantage, mais le fonctionnement des établissements scolaires comme des entreprises, le développement des pratiques managériales, la rémunération au mérite, toutes ces sortes de choses. Mais cet après-midi, nous allons davantage évoquer une autre dimension, c'est celle de la progressive soumission du service public de l'éducation aux exigences des entreprises, des grandes entreprises, de celles du CAC 40, de leurs représentants, le MEDEF, Pierre Gattaz, Châtelain, et puis les autres avatars de cette oligarchie. L'un de ces avatars, c'est l'Institut de l'entreprise, un think tank du CAC 40 dont Jean-Michel Blanquer est issu et dont sont issus tous ceux qui l'entourent aujourd'hui à la rue de Grenelle, son numéro 2, son DGESCO, Jean-Marc Huard, qui a, quand il était inspecteur d'académie, beaucoup fait pour promouvoir les outils de l'Institut de l'entreprise. Sa conseillère spéciale aussi, Fanny Nord, est issue du même cercle. Et la circulaire de rentrée, la dernière de Najat Vallaud-Belkacem, invite à de nombreux niveaux des échelons du service public d'éducation à multiplier dès la rentrée prochaine, au niveau académique, au niveau des établissements, des conseils écoles-entreprises qui existent déjà au niveau national. Alors on a le plaisir et la chance d'accueillir trois intervenants pour discuter de ces questions, et nous aurons ensuite un temps d'échange. Frédéric Rollet, que je remercie de sa présence, qui est secrétaire général du SNES-FSU, le principal syndicat du second degré. Sylvain Leder, que je remercie aussi de sa présence, qui est professeur de sciences économiques et sociales, une discipline qui est particulièrement concernée par les évolutions dont nous allons discuter, et qui est par ailleurs collaborateur au Monde diplomatique. Il a écrit, c'était il y a à peu près un an, un reportage assez croustillant, amusant, édifiant, sur les entretiens école-entreprise dont on va parler juste après. Et Sabine Rubin, députée de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui elle aussi participera à ces échanges et présentera, je crois, certaines propositions que nous faisons. Je cède donc la parole tout de suite, d'abord à Sylvain Leder. Merci. Donc déjà, merci à Paul Vanier donc, de m'avoir invité. Et en effet, oui, je suis professeur de sciences économiques et sociales en lycée et collaborateur au Monde diplomatique. J'ai collaboré tout particulièrement au manuel d'économie critique, hein, j'espère que vous ne l'avez pas raté, c'est un manuel qui a été écrit avec des auteurs critiques et qui reprend un peu tous les fondements néolibéraux et qui essaye donc de les déconstruire. Et en fait, il m'est arrivé, pendant que je travaillais sur ce manuel d'économie critique, il m'est arrivé en effet une petite aventure en tant que prof de SES, c'est que j'ai été pendant 2 jours logé, nourri et rééduqué par le MEDEF. Je pense que tout le monde ne peut pas s'en vanter. Eh bien, écoutez, moi, j'ai eu cette chance-là. Alors, pourquoi je vais vous raconter un peu cette petite aventure-là? C'est parce qu'en fait, elle condense tout ce qui est en fait en train de se passer au niveau de l'école. C'est-à-dire que les tensions, les enjeux étaient présents à ce moment-là, et en plus, les acteurs principaux aussi. Alors, pour commencer comme ça, simplement, voilà, moi, j'ai reçu de la part de mon inspection, donc c'est-à-dire pour nous, hein, le ministère, l'intérêt général, j'ai reçu une invitation à une formation. Une formation, d'ailleurs, c'était fin août comme ça, donc sur mon temps de vacances, je ne sais pas trop partant. Ils expliquaient en fait que c'était une formation avec des gens de qualité, sur des débats, et qu'on serait accueillis à Polytechnique. Donc, bon, je n'étais pas très motivé. Et ensuite, quand ils m'ont dit que c'était donc tout frais payé, à ce moment-là, j'y suis allé, évidemment, parce que moi, je suis enseignant. Et donc, dans le principe, c'est que voilà, je reçois donc cette belle invitation et je me rends à Polytechnique. Alors Polytechnique, l'accueil était vraiment royal, hein, vraiment royal. C'est-à-dire que la thématique, c'était sur l'Europe et le sujet de fond, c'était de savoir pourquoi il fallait rapprocher l'école et l'entreprise. Alors, bon, moi, personnellement, je ne suis pas très persuadé d'un rapprochement, vous allez vite le comprendre. Donc, je suis arrivé, on m'a donné un badge, on m'a donné un code Wi-Fi, on m'a offert un magnifique petit déjeuner. Voilà, là, je comprenais mieux le rapprochement école-entreprise, parce qu'ils sont terribles leur petit déjeuner. Et en fait, on
on s'installe dans un amphi, l'amphi Poincaré, qui est un amphi, comment dire, je ne voudrais pas comparer avec ici, mais je peux vous dire magnifique. Et là défile devant nous, hein, donc on est 300 professeurs, très peu de professeurs de SES en réalité, beaucoup de profs de gestion, quelques profs d'histoire qui traînent par-ci par-là. Et à ce moment-là, donc on va avoir la chance d'entendre parler, puisqu'on va les entendre parler, c'est un peu la grand-messe, hein, si vous voulez, quasiment 10 PDG du CAC 40. 10 PDG du CAC 40 qui se déplacent pour nous parler. On avait des DRH, des plus grandes entreprises françaises qui étaient là. On avait des politiciens, je ne sais pas, on avait, j'allais dire Harlem Désir, enfin, je ne sais pas si c'est un politicien. En tout cas, je crois que j'en ai même une petite liste là. On avait, ah oui, on avait, alors qui on a eu? On a eu, Denis Kessler. Vous voyez qui c'est, Denis Kessler? Si vous avez un petit peu suivi les politiques de retraite, vous voyez qui c'est. On a eu Hubert Védrine, on a eu Peter Hartz. Vous voyez qui c'est, Peter Hartz? Peter Hartz, c'est une connerie puissance 10 hein, sur la dérégulation du marché du travail. Et en fait, donc, aucun syndicaliste, sauf un seul, isolé dans un petit amphi, un syndicaliste de la CFDT. Voilà, il avait pris position. Alors, il prenait quoi? Il voulait une assurance chômage généreuse au niveau européen. Les intermittents apprécieront. Et en fait, se met en place donc ces rencontres-là. Et il y a Xavier Huillard qui arrive. Alors Xavier Huillard, vous le connaissez en réalité, puisque c'est le PDG de Vinci. Donc le PDG de Vinci qui vient parler à 300 profs de SES, enfin je veux dire c'était quelque chose quand même. Alors j'ai vérifié sur internet puisque j'avais un code Wi-Fi. Hein. Il gagne 5 millions d'euros par an. 5 millions d'euros par an. Alors j'ai fait le calcul, hein, 400 000 par mois, 15 000 par jour, j'arrondis. 500 de l'heure, ok, voilà. Et donc il nous a parlé pour 200 euros, je dirais à peu près. Et en fait, il nous a expliqué une chose. Il nous a dit très simplement, voilà la thématique, je cite, hein, que nous avons décidé. Ouvrez les guillemets. L'Europe, dans tous ses états, un impératif, point d'exclamation. Donc déjà, vous comprenez, là, dans le premier temps, il n'y a pas de discussion possible. Les profs, on était là vraiment en situation de passe-plat, enfin, je veux dire, au mieux. Sinon, on a subi une explication comme quoi l'Europe néolibérale, grand terrain de jeu des entreprises, c'était donc la meilleure solution possible. Et donc, il nous a expliqué qu'il fallait absolument lutter contre l'euroscepticisme. Et dans l'euroscepticisme, il a mis aussi le terrorisme, le protectionnisme, voilà, tout ça dedans. Il fallait lutter contre tout ça et que nous avions donc une mission par rapport à tout ça. C'était donc d'instruire nos collègues, oui, et d'instruire aussi nos élèves de l'efficacité et de la nécessité de cette Europe-là. Après est arrivé donc Huard, hein, dont parlait Paul, qui à l'époque en effet était responsable tout en haut du ministère des formations. Et donc moi je me suis dit, bon, dans ces moments-là, on se raccroche un peu à des moments de naïveté, il faut le dire. Hein. Je me suis dit, lui il va relativiser, Huillard il est vraiment trop à l'aise, c'est pas possible. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, il a même mobilisé, j'ai trouvé des arguments très affectifs, puisqu'il disait, j'ai un vrai plaisir personnel à ouvrir ces journées enseignants-entreprises. Je connais l'IDE. L'IDE, vous savez, ce que disait Paul, c'est ce qui est financé par le MEDEF. J'ai la responsabilité au plan national des formations et je tiens, au nom de la direction de l'éducation nationale, au nom de la ministre, à saluer cette collaboration. Et après, il précise que depuis la première heure, il a toujours été pour une collaboration en fait, avec l'entreprise. Et ça va continuer comme ça. Alors, je ne vais pas tout vous détailler, mais je vais simplement vous dire que dans quelques intervenants qu'on a eus. Alors, par exemple, on a eu Peter Hartz. Vous voyez que c'est Peter Hartz. Alors, Peter Hartz, lui, il a réformé donc, le marché du travail en Allemagne, et il trouve que les réformes faites en France sont tout simplement lamentables. C'est-à-dire que pour lui, ce qui se passe, c'est qu'elles sont beaucoup trop légères, et il dit, au moins, les syndicats allemands ont compris que c'est l'entreprise qui crée la richesse, que c'est l'entreprise, en fait, qui fait du profit, donc on en a absolument besoin. Voilà. Après, ce qu'on a eu comme intervenant, on a eu Benjamin Ogier. Alors vous le connaissez peut-être pas, mais en fait il dirige le Trésor. Et le Trésor, donc, c'est quand même une instance extrêmement importante d'un point de vue économique. Je ne vais pas vous le détailler, on pourra en discuter si vous voulez. Et en fait, il était en présence de Denis Kessler. Denis Kessler, c'est un grand réformateur des retraites. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se tutoyaient. C'est-à-dire que Denis Kessler disait à Benjamin Ogier, il lui disait « Mais non, Benjamin, tu ne peux pas dire ça, etc., etc. » Et le discours que tenait Benjamin Ogier, c'était de dire que ce que l'Europe avait fait pour la Grèce, c'était le plus
bel acte de solidarité que vous pourriez trouver. Dixit, hein, j'ai enregistré les 10 ou 15 heures de conférence, je les ai réécoutées 2 fois, je peux vous dire que j'ai assez souffert pour ça. Et donc, dans le principe, voilà ce qui s'est passé. Ensuite, on a eu Spitz. Alors, Bernard Spitz, lui, il est au MEDEF, hein, il est responsable de l'éducation au MEDEF, et lui, il nous explique carrément, il dit c'est très simple, il faut que l'entreprise intervienne dans le financement des écoles et dans la détermination du contenu des programmes. D'accord? Alors lui, il s'en cache même plus. Après, il y a eu Sylvie Goulard. Vous voyez qui c'est Sylvie Goulard? Sylvie Goulard, maintenant, elle est nommée aux armées. Et donc, elle, en tant que députée européenne, elle nous explique. Elle nous dit, voilà ce qui se passe. Moi, je suis à la Commission européenne. Et à chaque fois qu'on propose une loi, eh bien, les autres parlementaires européens nous disent, non mais attendez, il faut qu'on aille consulter nos parlements nationaux. Et là, donc le peuple, en fait. Et donc là, à ce moment-là, elle s'énerve sur scène et elle dit « Shame on you », d'accord ? Honte sur vous, honte sur vous. Je sais pas pourquoi. Et elle dit ça, donc j'ai l'enregistrement, c'est magnifique. Elle dit « Non mais c'est n'importe quoi, on doit prendre des décisions beaucoup plus au-dessus ». Et là, elle s'adresse à nous, enfin, et elle nous dit « Mais vous, en tant que prof, franchement, vous arrivez en classe et vous dites « interro surprise ». Et les élèves disent, je sais pas, non. Vous feriez quoi? Vous laissez... Et on dit bien sûr, madame. Quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Elle est antidémocratique et ça ne la gênait absolument pas. Et après, elle conclut en disant le SMIC, c'est une aberration française en Europe. Il faudrait absolument le supprimer. On a eu aussi la présence de Macron. Macron n'était pas président encore et il est venu. C'est pour vous dire qu'il se passe quelque chose. Macron était présent, d'accord? Alors, Macron. On n'a pas appris grand-chose, parce que Macron, il est kékotrophe. Est-ce que vous savez ce que c'est que kékotrophe? En fait, ce sont les animaux, vous savez, qui mangent 2 fois leurs aliments. Ils avalent quelque chose, ils produisent des déjections, ils le ravalent, et ainsi de suite. C'est exactement Macron. Sauf que lui, ce qu'il avale, ce sont des concepts néolibéraux. Donc il est là comme ça, il rentre et il dit j'aime l'entreprise, paf, flexibilité. Flexibilité, hop, plus de profit. Plus de profit, moins de salaire. Moins de salaire, j'aime l'entreprise. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, dans le principe, on n'a absolument rien appris, mais il était présent. Présent, très entouré, et on retrouve d'ailleurs quelques-uns maintenant dans ces ministères. J'en ai fini de vous raconter donc cette petite histoire, et je vais juste poser 3 questions, avec quelques pistes de réflexion dessus. D'accord? Je vais me tenir sur mes 20 minutes, hein, qui m'ont 25 20. Non, j'ai fait vite. Et donc, j'en ai terminé de cette petite aventure. Donc voilà, hein, donc je peux vous dire, hein, j'ai mangé des entrecôtes. Je vous jure. Hein. Le soir, il y avait un buffet extraordinaire. Alors, franchement, ce qu'on a bu, ce qu'on a mangé, c'était incroyable. Enfin bon. En tout cas, maintenant, je peux vous dire que déjà, je suis rentré. Alors, j'ai produit un article dans le Monde diplomatique hein, de novembre 2016 en racontant une partie de ça. Vous pouvez d'ailleurs aller le relire, hein, il y a quelques détails en plus, hein, des citations, etc. Et pendant que j'ai finalisé l'article avec Renaud Lambert, hein, qui est donc directeur adjoint du Monde diplomatique, eh bien, ce qui se passait, c'est que j'arrêtais pas de recevoir d'autres invitations pour visiter une entreprise, aller voir sans arrêt. Alors, mais depuis que l'article est sorti, plus rien. Normalement, là, je devrais être aux rencontres enseignants entreprises à Polytechnique, en train de manger des entrecôtes dans un bel amphi. Rien du tout. Bon, on verra bien pour la suite. Je sais, j'ai essayé. Hein. Non, j'aime bien les pommes de terre, mais... alors, excellent, voilà. Alors, donc dans le principe... Alors, voilà. Donc maintenant que je t'ai raconté ça, je vais poser 3 questions et essayer d'y répondre. Ça fera peut-être l'objet comme ça de discussions après entre nous. D'abord, premièrement, c'est de se demander comment cela est-il possible que les patrons soient aussi à l'aise comme chez eux, avec un degré de connivence, vous auriez dû y être, franchement, on se croirait dans leur salon, en les voyant discuter, ils se tutoient, ils se rappellent des expériences d'avant, ils se rappellent à l'ordre, etc. Enfin, véritablement. Alors, comment c'est possible? D'abord, une première piste, c'est qu'en fait, l'économie apparaît comme une science. C'est une discipline qui apparaît comme une science. Et peut-être une science, en plus, très particulière, parce que c'est peut-être la dernière qui est capable de donner une vision et une explication globale de la société. Vous avez un problème de, je sais pas, de réalisation de soi, de bonheur, de ce que vous voulez. L'économie a une réponse. Bien sûr,
de la croissance, de l'emploi, un emploi que vous aimez, on y reviendra un petit peu après. En plus, l'économie apparaît comme une science unifiée. Par exemple, le prix Nobel, qui n'existe pas en économie, les gens le pensent en général qu'il existe, mais il n'existe pas, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule chose à dire ou à penser en économie. Par exemple, si vous pensez que la dette en France est un problème, ben voilà, vous êtes victime de ça. Puisqu'il y a d'autres conceptions qui disent que ce n'est pas du tout le cas. Qu'il faut réformer les retraites, on pourrait largement en discuter, je ne suis absolument pas d'accord, et donc je pourrais vous le démontrer, par exemple, et ainsi de suite. Tout ça, évidemment, ça se relie à une deuxième piste, le rôle des médias. Évidemment, la concentration des médias en France, qui les possède, pourquoi les médias ne sont pas rentables, et pourtant, les médias papier en tout cas, et pourtant les gens continuent à investir. Ensuite, il y a autre chose, c'est qu'évidemment, il y a le MEDEF. Il y a le MEDEF, et le MEDEF a créé l'IDE, on vous l'a dit, bon, d'accord. Mais le MEDEF, ce n'est que l'émanation de quelque chose d'autre, de beaucoup plus structurel. Il faut savoir que tout en haut, il y a l'OCDE. L'OCDE, donc, c'est un organisme néolibéral qui passe son temps à vouloir appuyer les hypothèses farfelues du néolibéralisme. Par exemple, la flexibilité, voilà, ça crée de l'emploi. Ben non, voilà, c'est pas, voilà. Ils n'ont jamais réussi à le prouver, c'est ainsi, c'est comme ça. Donc l'OCDE produit des rapports et des indicateurs, comme PISA. Une fois qu'on a les indicateurs, à ce moment-là, c'est l'Europe qui prend le relais. Et c'est au niveau européen qu'ils nous pondent, en fait, des grandes directives que les États vont appliquer. Alors, par exemple, j'ai pris une citation de l'Europe. Ils nous disent qu'il y a convergence entre les États membres sur la nécessité d'une implication plus grande du secteur privé dans les systèmes d'éducation et dans la formulation des politiques d'éducation et de formation pour tenir compte du besoin du marché. Donc vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'encore une fois, cette Europe, on pourrait d'ailleurs en discuter si vous voulez de est-ce qu'il existerait une sortie de l'euro à gauche? Voilà. Encore une fois, donc l'Europe nous impose des directives inacceptables et néolibérales. Après, évidemment, si on descend d'un cran puis d'un autre, il y a l'État, évidemment. Là, je vous l'ai dit, hein, là, le ministère complètement complice qui envoie d'ailleurs donc ses inspecteurs généraux, qui envoie ses plus grands représentants, qui, comme disait Paul, hein, nous mettent clairement la pression pour qu'on fasse rentrer l'entreprise, etc. Même moi, dans mon lycée, hein, on m'a proposé ça, hein, qu'un patron vienne. J'ai dit, si l'entreprise doit rentrer, bon, on va passer par des syndicalistes, voilà, pourquoi pas. Oui, c'est l'entreprise aussi, mais ça, c'est complètement dénié. Deuxième question. Que veut le néolibéralisme? Que veulent les entreprises? En fait, si vous voulez, il faut savoir que nous sommes rentrés dans une nouvelle phase du capitalisme. Vous avez dû le remarquer, c'est un capitalisme immatériel, c'est un capitalisme de la connaissance. Donc ce qui se passe, c'est que pour ce capitalisme-là, il faut de nouvelles formes de salariés. L'école a toujours été au service du capitalisme, en tout cas du système économique en place. Mais après, à un moment donné, elle était mieux protégée, mais elle a toujours été comprise dans un cadre institutionnel avec des tensions économiques, religieuses, etc. Toujours. Mais là, il y a un changement majeur. Et ce changement majeur, il vient donc de ça, de ce capitalisme de la connaissance. En fait, dans ce capitalisme-là, il y a toujours les emplois précaires, les emplois méprisés, non qualifiés, ils existent toujours. Mais ils sont un petit peu plus, ils sont un peu différents. C'est-à-dire que pour maîtriser les nouvelles technologies, vous avez bien vu, c'est-à-dire que même si vous allez, alors je sais pas, moi je suis allé à Leroy Merlin récemment, voilà, eh bien celui qui m'a apporté, je sais pas, des planches ou j'en sais rien, eh bien il devait biper, rentrer sur un ordinateur, une gestion de stock, etc., etc. Donc il faut un bagage scolaire minimum. On veut en fait une nouvelle forme de salarié, un salarié qui soit faussement autonome, c'est-à-dire qu'il soit capable de prendre des décisions, d'accord, mais toujours en respectant l'objectif de l'entreprise. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que en fait le néolibéralisme, il essaye de créer des subjectivités néolibérales. C'est-à-dire qu'on se pense tout seul, qu'on se contrôle tout seul, qu'on défend l'intérêt de l'entreprise sans avoir besoin du contremaître. Alors, le contremaître, il peut exister, hein, bien sûr. Hein. Et comme dit Daniel Linhart, hein, le contremaître, c'est le consommateur. Hein. Elle l'appelle la milice managériale, en fait. Hein. C'est-à-dire que le consommateur, il exige, etc., etc. Donc, évidemment, vous comprenez bien que pour former ce nouveau salarié qui doit avoir une implication, alors évidemment technique, évidemment, donc l'école, subjective, c'est-à-dire que vous voyez, il doit apprendre à se comporter différemment, et affective. Affective, vous savez, c'est les mouvements lancés par exemple par Sophie de Menton de « j'aime ma boîte ». C'est la déclaration de Valls, « j'aime l'entreprise ». Il faut qu'il y ait une dimension affective.
Et finalement, on trouve des situations comme ça paradoxales, vous savez, ce qu'on appelle le corporate, quand les salariés disent oui, l'année dernière, nous avons vendu 20 000 bonnets. D'accord ? Alors que ce n'est pas lui, c'est Gosport qui a vendu 20 000 bonnets, que lui, il est payé au SMIC et qu'il n'aura aucun intérêt s'il en vend plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, d'un seul coup, vous voyez, il confond son propre intérêt et l'intérêt de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on invite les gens, et ça, vous retrouvez des textes comme ça d'Alain Minc, par exemple, sur on se réalise dans le travail. D'accord ? C'est exactement les pistes qu'en fait, ils poursuivent. Alors évidemment, il y a une autre piste de réponse sur ce que veut l'entreprise. Vous comprenez bien que si jamais le diplôme n'est plus reconnu, si jamais c'est autre chose que le diplôme, par exemple la compétence, vous voyez, on y reviendra, c'est-à-dire la capacité à faire des choses, eh bien à ce moment-là, le diplôme n'est plus une protection, plus un moyen de négocier pour le salarié face à son patron, puisqu'il faut négocier sur ce qu'on est capable de faire. Donc si moi j'ai un BTS, je sais pas, de management, d'accord, eh bien mon patron il me dira je peux pas te payer en fonction de ton BTS. Je te paierai en fonction de ce que tu vas faire. Donc déjà, je vais te signer un contrat à durée déterminée, je vais te payer au SMIC, et si jamais ça va bien, alors à ce moment-là, évidemment, je te paierai plus, et ainsi de suite, quand tu auras fait tes preuves. Vous voyez, d'un coup, le diplôme ne devient plus une protection. Dernière question à laquelle je vais répondre, et après je serai parfaitement dans les temps. Comment font-ils ? Alors là, évidemment, je vais davantage parler de l'école. Alors évidemment, vous savez très bien que l'école, elle est particulièrement fragilisée. Déjà, parce qu'elle remplit mal sa mission. C'est vrai. Moi, je suis enseignant, je le sais aussi. Il y a de la reproduction sociale. Ça, c'est vrai. En plus, l'école est pauvre. L'école est pauvre, pauvre en moyens, pauvre en formation, en réalité, etc. etc. Et j'ai retenu une citation de Benoît Apparu, qui était un ex de l'UMP, ben voilà, encore un démocrate, qui dit « Seule une baisse des moyens obligera l'institution scolaire à bouger ». Vous voyez ce que je veux dire ? Et on retrouve des phénomènes identiques sur l'hôpital ou aussi sur la justice. Vous savez, les juges qui disent « Moi, c'est bon, j'ai fait mes procès, j'ai tout rédigé, mais le problème, c'est que je n'ai pas de papier pour imprimer. » D'accord ? Eh bien ça, si vous voulez faire taire la justice, ben c'est pareil. Si vous voulez mettre au pas l'éducation nationale, ben commencez par faire ça. Alors, après, ils sont allés piocher quelque part. D'accord ? Avec la fragilité de l'école, évidemment, l'entreprise en situation de force, les complicités internes dont je parlais tout à l'heure, et encore, je n'ai pas parlé de celles des syndicats, souvent silencieux, des parents qui sont très très preneurs, des élèves aussi, de certains profs qui disent pour moi c'est une solution, si je peux te payer plus parce que l'entreprise est là, si jamais on peut séparer le grain de livret parce que moi je travaille, j'ai l'impression que les gens ne travaillent pas, etc., etc. Il y a des discours comme ça que j'ai entendus aussi aux rencontres enseignants-entreprises, je les ai entendus, mais qui sont très minoritaires je pense, parce que les résistances sont réelles. Et bien à ce moment-là, ils sont passés par une logique de compétences. Les compétences, c'est des savoir-faire et des savoir-être qu'ils nous imposent dans nos programmes. Alors, c'est ce que vous retrouvez dans PISA. Alors, les compétences, en fait, si vous voulez, c'est à partir du moment où on amoncelle, c'est savoir-faire, c'est savoir-être. Alors, je donne des exemples. Savoir-faire, c'est PISA, envoyer un mail. D'accord ? Bon, envoyer un mail est à égalité avec comprendre le sens du texte. D'accord ? Voilà, c'est une compétence. Après, dans tous les comportements, les savoir-être, vous ne trouverez que des savoir-être de conformité. Participer au bon fonctionnement de la classe, etc. etc. Vous ne trouverez jamais des compétences du type savoir remettre en cause un ordre injuste. D'accord ? C'est pas possible. D'accord ? Savoir construire une barricade. Non, c'est pas possible. Il faut toujours remplir en fait le contrat qui est évidemment contrat de mise en conformité. Et avec tout ça, si vous voulez, eh bien, ils vont nous imposer donc le New Public Management. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Regardez, c'est la culture du résultat. Et la culture du résultat, c'est à partir du moment où vous intériorisez les normes de votre propre travail et que vous acceptez de vous auto-évaluer. Alors ça, vous pouvez aller voir des livres extrêmement intéressants. Marianne Dujarrier, par exemple, le capitalisme, non, c'est le management désincarné, où on voit, par exemple, dans un service social, ils sont notés comme ça. Si jamais ils décrochent le téléphone très vite, alors à ce moment-là, ils ont une meilleure note. C'est un des indicateurs. Eh bien, ils ont mis un répondeur. Le répondeur décroche tout de suite, mais eux ne décrochent jamais. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concrètement, on arrive à constater une chose, c'est que les gens passent plus de temps à remplir les indicateurs qu'à faire leur travail. Moi, en tant que prof, c'est très simple. Je sais que si je ne mets pas à jour mon cahier de texte, on peut me dire ton cahier de texte, il n'est pas à jour. Or, alors que si jamais je ne remets pas à jour un document, personne ne le verra. Donc si j'ai un quart d'heure devant moi, le bon sens me dit de mettre à jour en fait, mon cahier de texte. Et en fait, on voit ça chez IBM, par exemple, où ils ont des indicateurs sur 1000 points, et certains items comptent 0,25. Donc ils regardent, ils font non, ça on s'en fout, ça compte rien, on remplit que les principaux, etc., etc. Et cette culture du résultat, en fait, le problème,
évidemment, c'est qu'elle nous coupe en fait de nos cultures de métier. C'est comme si à un moment donné, ce qu'on avait à nous transmettre, c'était plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de métier spécifique. Il y a des normes de travail qu'on transmet à tous et qui sont applicables à tous les métiers. On casse les solidarités collectives, on individualise. Et par exemple, vous avez beau vous isoler au bout du monde, là j'étais en Haute-Savoie, vous asseyez au café, au resto, et on vous dit, est-ce que vous voulez un apéritif ? Pourquoi ? Parce que dans les BTS, ils ont calculé que ça rapportait 7% de plus. Et donc cette question-là, vous l'aurez partout. Cette espèce de normalisation des comportements. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, l'enjeu, il est là. L'enjeu, c'est que la bataille est très dure à gagner parce que l'entrepreneuriat a vraiment été érigé en règle morale. Et l'entrepreneur en héros social. Donc à un moment donné, moi, les élèves, je les vois. Voilà. Quand Sarkozy était élu, ils voulaient tous faire président. Ils se sont dit, c'est accessible, forcément. Voilà. Ah si, hein, véridique. Certains sont venus en costard. Hein. Voilà. Et ils parlaient comme ça. Ils disaient, dans la conjoncture actuelle, enfin, je disais, apprends déjà ton cours. Donc, pour le coup, non, il y a eu ça. Et bien là, c'est l'entrepreneur. Ils veulent tous monter leur boîte. Tous. Voilà. Je crois que j'en ai dit assez. J'espère qu'on va discuter de tout ça après. Je vous remercie. Merci Sylvain Leder pour ce récit à la fois édifiant et puis pour la description des finalités de ce programme, qui est un programme politique en fait, un programme économique, un programme social et un programme politique. Alors je passe maintenant la parole à Frédéric Rollet qui va, je crois, aborder aussi la question du CN2E. Vous verrez, c'est une instance d'une forme de gouvernance économique entrepreneuriale de l'éducation nationale. Bonjour, avant de décrire ce qu'est le CN2E, quelques mots, alors qui pour certains d'entre eux vont rejoindre ce qui vient d'être dit par mon prédécesseur. On a depuis quelques années, et alors notamment, je vous citerai des propos de François Hollande au début de son quinquennat, une insistance sur l'idée de développer l'esprit d'entrepreneuriat. Alors, il y a toujours eu dans l'éducation un axe classique qui consistait à dire qu'il fallait d'abord rapprocher l'école de l'entreprise, avec souvent bien des idées reçues d'ailleurs sur l'idée que les profs sont des gens qui pratiquent l'endogamie, qui vivent dans une bulle, qui se reproduisent entre eux, etc. Et qui donc ne connaissent strictement rien au monde dans lequel évoluent leurs élèves, leurs parents d'élèves, etc., etc. Bon. Et puis que si on a un chômage important, c'est essentiellement dû à l'inadaptation des formations aux exigences des métiers. Alors bon, j'y reviendrai après, on sait que c'est un peu plus compliqué que ça, et que si on a un chômage structurel, c'est aussi parce qu'il y a une pénurie d'emplois. Quant aux chiffres, alors parce qu'on nous a évidemment bombardé dans l'éducation nationale de chiffres, le Conseil d'orientation de l'emploi il y a quelques années disant il y a 1 million d'emplois non pourvus. Alors ça paraissait absolument monstrueux, mais d'abord c'est que 5% des emplois qui sont chaque année pris par les entreprises, et puis il y a ceux pour lesquels il faut un temps de latence quand on change d'emploi, et puis il y a effectivement quelques emplois qui trouvent des difficultés de preneurs, mais on oublie d'expliquer qu'il y a un certain manque d'attractivité de certains emplois. C'est pas hasard si on trouve les métiers de bouche, les métiers d'aide à la personne, l'hôtellerie-restauration. Quand vous regardez par exemple les enquêtes du CEREC, 3 ans après leur contrat d'embauche, une bonne partie des jeunes a déjà changé complètement et fait une activité qui n'est plus en rapport avec sa formation. Bah oui, parce que quand on a des conditions de travail extrêmement dures pour un salaire qui plafonne au SMIC, évidemment, c'est pas forcément très attractif. Donc, on a depuis longtemps eu toujours cette mise en cause de l'école, mise en cause qui s'est aggravée du fait donc de la conjoncture économique et sociale et de la paupérisation d'un certain nombre de familles et de l'inquiétude des parents, complètement légitime. Alors on oublie complètement de dire que l'école connaît l'entreprise, que les stages, alors ça va des stages des élèves de 3e, mais dans l'enseignement professionnel, de toute façon, tout le monde passe par l'alternance et donc par des stages. C'est 22 semaines pour les élèves qui préparent un bac professionnel en 3 ans, c'est 12 à 16 semaines pour un CAP qui est en 2 ans, sans parler de ce que peuvent faire par ailleurs les jeunes. Donc il y a évidemment des liens. Donc
on pourrait penser que quand on veut dire développer le rapprochement école-entreprise, c'est l'idée de développer l'esprit d'initiative, le sens de la responsabilité des élèves pour les favoriser dans leur rôle de citoyen, dans leur insertion. Non, c'est pas tellement ça. Là, c'était très clairement, avec cette dérive, ce glissement entre l'idée simplement de connaissance du monde professionnel à l'idée d'esprit d'entrepreneuriat, c'est donner aux élèves des capacités à diriger une entreprise. Alors ça, c'est le mythe des startups. Effectivement, ils vont tous pouvoir être auto-entrepreneurs. Ou bien, pour ceux qui ne seront pas patrons, parce que voilà, il y en aura, eh bien, bon, un peu ce que tu disais, une soumission aux exigences managériales de l'entreprise. Et donc, ce glissement qui fait qu'on n'est plus parlé du monde de l'entreprise, mais de l'esprit d'entreprise, il a été, je disais, fortement initié par François Hollande à la clôture des assises de l'entrepreneuriat le 29 avril 2012. Il était devant le grand patronat, MEDEF, etc. Et il dit stimuler l'esprit d'entreprise dans notre pays, c'est d'abord le rôle de l'école. Et il proposait d'inclure dans les programmes, de la 6e à la terminale, cette idée de l'esprit d'entreprise. Donc là, on est bien, je disais, dans un glissement qui, évidemment, idéologiquement, a un vrai sens. Alors, inclure dans les programmes, on fait comme si l'entrepreneuriat, c'était un champ de savoir. Les disciplines scolaires sont constituées, reposent sur des champs de savoir, de connaissances, qui supposent une certaine approche méthodologique, une prise de distance par rapport à un certain nombre de contenus. L'esprit d'entrepreneuriat ne recouvre évidemment rien de ça. Donc on voyait bien qu'il s'agissait d'un discours à usage politique, puisque, bon, vous vous souvenez, alors le fameux « J'aime l'entreprise » de Valls, mais là c'est carrément le président de la République qui s'adresse au MEDEF et qui dit voilà, je vais faire en sorte que tous les jeunes de France maintenant sanctifient l'entreprise. Donc évidemment, ce n'était pas une nouveauté, mais ça a pris une résonance particulière. Et alors, notamment, nos collègues de sciences économiques et sociales, j'y reviendrai après dans le cadre du CN2E, se sont vus fortement attaqués, puisque le monde patronal, ça fait longtemps, rêve de revoir les programmes de SES pour évidemment gommer la dimension sociale et réduire ça à l'économique et l'économie de marché. Je vous cite quand même les propos, c'était les propos de Gattaz en 2013. Sa fille avait passé le bac et elle avait eu comme sujet un sujet sur la conflictualité dans les entreprises. Ils auraient pu le faire exprès, qu'ils ne l'auraient pas fait autrement. Mais donc il s'était évidemment fortement élevé contre ça, contre le côté caricatural, dogmatique des profs de SES et de la façon dont, la vision qu'on donnait de l'économie, parce qu'il parle toujours de sciences économiques, évidemment le volet social est toujours gommé. Donc on est parti de là, et donc le président de la République de l'époque, François Hollande, fait une commande à Vincent Peillon, ministre de l'Éducation. Donc celui-ci installe ce qu'on a appelé le Conseil national éducation-économie. Alors Peillon, qui est un peu plus fin, prend soin d'insister sur le fait qu'on ne dit pas éducation-entreprise, mais que le E, c'est l'économie, avec le sens large du terme, recouvrant aussi bien l'économie solidaire et sociale, recouvrant aussi bien les emplois de la fonction publique que les emplois du privé, etc. Alors, dès le départ, on a un peu grincé des dents quand on a vu la composition, puisque, au départ, ça faisait 26 membres, ça a bougé ensuite parce qu'on a, il y a 2 ans, intégré l'enseignement supérieur. Mais sur les 26 membres, vous aviez 5 chefs d'entreprise, et alors pas des moindres. Certains ont été cités, Xavier Huillard, patron de Vinci, Henri Lachmann, président de co-surveillance de Schneider Electric, Muriel Pénicaud, dont le nom va vous dire quelque chose. 5 représentants du grand patronat, 5 représentants des employeurs, alors là, la CGPME, l'Union des artisans, etc., etc.
Alors normalement 5 représentants des salariés, et l'idée avait été que ce soit les secrétaires généraux des confédérations qui siègent. Alors ils sont venus juste à la première séance en fait. Mais donc à l'époque pour la CGT c'était Thierry Lepan, donc Jean-Claude Mailly toujours pour FO, Laurent Berger, donc la CGC et puis la CFTC. Bon en fait ils se sont fait très très vite représenter, mais et puis 5 représentants des personnels enseignants, le SE-UNSA, la CGT Éducation, le SNALC, le SNES-FSU et le SGEN-CFDT. Alors, étaient présents aussi des directeurs d'administration centrale, donc représentant le volet éducation, DGESCO, DGCIPS, c'est l'enseignement supérieur, le ministère du Travail, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail, et puis 2 représentants des conseils régionaux. Alors, si vous vous souvenez des débuts de la loi de refondation de Peillon, on a donné, pour l'élaboration des cartes de formation, un rôle beaucoup plus important aux régions, puisque les régions sont devenues chefs de file de l'élaboration des cartes de formation. Alors qu'avant, c'est l'éducation nationale, hein, les recteurs dans les CAEN qui définissaient. Évidemment, c'est assez fondamental, puisque la façon dont on va élaborer les cartes de formation va peser sur les ouvertures, fermetures de formation, sur éventuellement des créations ou non de lycées ou professionnels ou d'enseignement général et technologique, et sur la vision qu'on a aussi de ce que doivent être les formations. Et par exemple, on a toujours au SNES-FSU protesté contre une vision qui serait une vision extrêmement adéquationniste de la formation, où on dit il y a du textile, alors il n'y en a plus beaucoup, je suis du Nord-Pas-de-Calais, bon c'est fini, mais il y en avait, dans telle région on va ouvrir essentiellement, et puis sans se préoccuper à la fois des formes de mobilité qui pourront exister, et puis du fait qu'on ne peut pas réduire l'emploi, y compris local, on le sait maintenant, bouge beaucoup, et qu'évidemment il faut avoir une vision plus large, même si on prend en compte les réalités, la question n'est pas là. Donc cette représentation au CN2E des présidents de conseils régionaux avait un certain sens. Alors, le programme était divisé en 4 axes. Mieux prendre en compte les besoins de l'économie dans l'offre de formation professionnelle initiale. Alors là, c'est toute l'idée. Il y a un groupe de travail qui s'est constitué d'adapter les diplômes de lancers professionnels qui sont définis dans les CPC et avec des représentants aussi bien du monde du patronat que des enseignants. Mais on considérait qu'il fallait en rénover un certain nombre. Développer les campus des métiers et qualifications, il y en a un certain nombre en PACA. Axe 2, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes. Alors là, c'est ce qu'on a appelé, lors d'un nom qui était absolument imbuvable, c'était le PIOBMED, le parcours, information, orientation, etc. Pour ceux qui connaissent le collège, c'est ce qu'on appelle maintenant le parcours avenir en collège, qui ne correspond pas à grand-chose, parce qu'on ne sait pas bien qui doit le faire, etc. Mais c'est l'idée que le gamin doit, dès la 6e, réfléchir à son avenir professionnel, dont on sait évidemment très bien que ceux consomment de très très vite réfléchir à une orientation ne sont pas ceux qui sont destinés à poursuivre des études longues, et que ceux qui sont destinés à poursuivre des études longues ne sont pas ceux des catégories sociales les plus défavorisées. Donc nous, c'est pour ça d'ailleurs qu'à la FSU, on est pour la scolarité à 18 ans, parce qu'on s'est toujours élevé contre cette idée qu'on veuille prédéterminer très très vite, forcer certains jeunes à prédéterminer très vite leur orientation, alors qu'on sait qu'il y a de nombreux facteurs qui interviennent dans la façon dont on construit son projet d'orientation. L'axe 3, c'était d'ouvrir davantage l'école au monde économique, donc développer les partenariats, etc. Et l'axe 4, mieux préparer l'intégration dans la vie sociale et professionnelle. Alors là, c'est développer les compétences numériques, développer l'esprit d'entreprendre. On retrouve la même chose. Donc dès le départ, on a eu une composition assez déséquilibrée, et en fait, sous couvert d'une meilleure connaissance de 2 mondes qui pourraient, chacun d'entre eux, avoir une vision autre, déconstruire les idées reçues, le patronat ayant une autre idée des profs et les profs ayant une autre idée de l'entreprise, etc. On s'est trouvé très vite dans une prégnance du discours patronal sur l'idée de l'adaptation des diplômes.
dans une adaptation, mais alors pour le coup, donc je disais très adéquationniste, voire le fait de développer des certifications qui ne donnent pas lieu à un diplôme, mais qui donnent des bouts de diplômes, et avec évidemment, bon, je ne reviens pas tous les risques que tu as développés sur évidemment après les grilles salariales, sur la rémunération. Et alors pour l'esprit d'entreprise, on nous a, non, moi aussi on n'a pas mangé, on a juste une bouteille d'eau, hein, je rassure, mais on nous a fait quand même toute une visite un jour, je ne sais plus, c'était à Paris, sous un chapiteau, pour visiter des mini-entreprises. Alors c'est Lucie Tanguy qui a écrit tout un bouquin sur les mini-entreprises, mais mini-entreprises, elles étaient 700 il y a 2-3 ans, il doit en avoir plus maintenant. Alors dans les lycées professionnels surtout, c'est des projets qui sont montés. Alors les gamins disent je sais pas quoi, on va faire une COP pour protéger je sais pas quoi, ou bien un objet, on répond à un besoin, donc on crée un objet, normalement ce qui est le but de la technologie, mais là c'est d'idée, on va le vendre, et alors chaque élève a un rôle. Il y a celui qui est chef, il y a les sous-chefs, il y a les exécutants, tout ça, et ils doivent se mettre déjà dans le rôle, c'est-à-dire qu'ils peuvent carrément licencier. Alors évidemment, ça reste théorique puisqu'il n'y a pas de rémunération à la clé, mais on les forme, on les formate, si je puis dire, déjà à l'idée qu'il faut des formes d'obéissance, de soumission. Donc il y a une espèce de jeu de rôle. Alors ils développent aussi un budget, ils vendent, etc. Enfin bon. Alors bon, c'est compliqué parce qu'il y a des collègues et on peut comprendre, hein, notamment au lycée professionnel où on sait qu'il y a certains jeunes on a du mal à les raccrocher aux enseignements. Certains collègues trouvent que c'est une façon de remotiver certains gamins qui sont assez éloignés, mais on est quand même très très vite dans le développement de principes qui sont très éloignés de ceux de l'école. C'est-à-dire, autant à l'école, on essaie de développer les principes de solidarité, les principes de justice, l'idée que même s'il y a une vraie compétition de fait à l'école, mais de justement quand même essayer de développer plus le travail collaboratif. Et là, on développe des principes complètement autres qui sont justement l'idée de la concurrence, il faut pas hésiter à écraser l'autre, enfin bon, ce genre de l'individualisme, etc. Donc des valeurs qui sont tout à fait opposées à celles que les enseignants et que l'école, à mon avis, doit faire passer. Alors, vous allez dire pourquoi est-ce qu'on va à ce truc-là ? Pourquoi on y va ? Parce que même si, je disais, il y a une prégnance du discours patronal, il y a des moments où quand même on arrive un peu à se fâcher à quelques-uns quand on se met d'accord, rarement avec le SE, mais avec mes camarades de la CGT, pour dire des choses sur, d'abord, déconstruire toutes les idées reçues sur l'orientation, parce que alors là, les conseillers d'orientation, psychologues, étaient accusés de tous les maux de la terre, parce que forcément, c'est parce qu'ils ne donnaient pas les bonnes informations aux gamins que certains rataient leurs études, sans jamais parler des problèmes d'affectation. Le fait que les élèves qui veulent faire telle formation professionnelle, à qui on dit le taux de pression, il est temps, tu ne pourras pas l'avoir, donc il faut plutôt faire celui-là. Ça relève pas de l'orientation, c'est des problèmes de place dans les lycées pro et en BTS notamment. Ça a permis quand même de faire quelques amendements dans certains écrits sur ce sujet-là. C'est aussi redire un certain nombre de choses sur la question du socle. Alors, on a parlé des compétences, mais bon, vous savez qu'avec Payon, il y a eu un nouveau socle commun de compétences, de savoir et de culture commune. Le patronat, lui, a un autre socle, qui est un socle professionnel. Et alors, vous avez les patrons qui disaient, nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui savent lire, écrire, compter. Quand même un peu limité en termes d'ambition de culture, même si on considère que c'est important de savoir lire, écrire, compter, mais enfin, si on doit se limiter à ça. Et donc, eux, le socle, c'était ça. Et alors, on a eu toute la charge contre l'illettrisme,
l'illettrisme, etc. Après, avec des problèmes réels, hein, on est les 140 000 jeunes qui sortent sans diplôme ni qualification. Bon, maintenant, on est à moins de 100 000. On a réussi un peu à réduire le problème. C'est des problèmes qui existent, mais eux les prenaient de façon très... Par un autre bout, c'était il faut ces jeunes-là ne plus faire tel enseignement, tel enseignement, tel enseignement. Vous leur faites faire juste les fondamentaux. Bon, c'est un discours qui revient beaucoup là en ce moment. Et puis toute la dimension donc émancipatrice de ce que sont les savoirs, évidemment, était complètement absente. Alors, on a eu aussi 2 séances au moins sur la question donc, des programmes de SES, parce que je citais Gattaz tout à l'heure, mais c'est revenu dans la plume et à travers les paroles de Michel Pébreau. Qui lui aussi à un moment a intégré le CN2E en remplacement je ne sais plus qui, et qui a dit voilà, nous l'Académie des sciences morales et politiques qui a infesté de ces gens-là, eh bien on a écrit au président de la République, etc. C'est un scandale, les programmes de SES, vous avez retiré, ils ont été allégés, et on a retiré la question du marché. Alors en plus c'était pas vrai, hein. Mais c'était une lecture très réductrice des allègements de programmes qui ont eu lieu. Mais donc, alors ils ont fait tout un cinéma dans une séance très houleuse, donc on s'est engueulé, bon, ça. Et puis du coup ils ont démissionné en masse. Donc tous les grands patrons, Huillard, Pébreau, tout ça, ils sont tous partis. Ils ont été remplacés par des patrons un peu plus petits, si je puis dire. Maintenant, il y a Kayser, le mec qui fait les boulangeries, là. Il y a des gens comme ça. Mais du coup, ils ont continué. Et alors, du coup, il y a eu une saisine de la ministre de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, avec la création d'un comité qui devait réfléchir sur les programmes de sciences économiques et sociales au lycée et rendre un rapport co-dirigé par deux personnes de sensibilité un peu différentes. Et évidemment, bon, on sentait bien les enjeux qu'il y avait autour. Et donc, bon, on a été, les profs de SES du SNES ont été auditionnés en tant que tels. Ils ont fait un certain nombre d'auditions. L'APSES l'a été aussi. Enfin, il y en a plusieurs. Donc, moi, j'ai pas lu le rapport final. Mais bon, ça a permis qu'on dise aussi un certain nombre de choses. Mais donc, c'est un lieu où, quelquefois, c'est très feutré parce qu'il y a un discours très convenu sur le fait personne ne peut s'opposer au fait qu'il faille augmenter les compétences numériques des gamins, au fait que le but c'est de faire que leur insertion professionnelle soit plus durable, machin, etc. Mais la question de la connaissance de l'entreprise comme justement aussi un lieu de conflictualité, et que nous on n'est pas en désaccord avec le fait à des moments de faire venir, on a toujours dit si c'était inscrit dans une séquence et si c'était à l'initiative des enseignants, mais éventuellement de faire venir des gens dans une entreprise, dans un établissement, mais à condition aussi de pouvoir faire venir, par exemple, des représentants des personnels et d'avoir la vision de ce qu'est la vraie vie d'une entreprise, puis avec les différences entre les PME, TPE et puis les grands groupes. Mais de ça, évidemment, il n'est jamais question. Et puis, pour terminer, un des sujets évidemment qui est fortement mis en avant, c'est le développement de l'apprentissage. Alors ça ne va pas vous étonner puisque là c'est repris dans le programme de Macron et maintenant donc de Jean-Michel Blanquer. Donc de nouveau, nous ferons un effort massif sur l'apprentissage. Alors c'est pas l'alternance, c'est vraiment l'apprentissage. Or, ceux qui se souviennent, on avait eu le plan 500 000 apprentis de Sarkozy. Il n'y a jamais eu 500 000. Bon, ça a recommencé sous Hollande. Et quand vous regardez toutes les études, bref, le CEREC, etc., ils montrent que l'apprentissage s'est développé effectivement, mais dans le post-bac, donc au niveau bac plus 2 notamment. Mais il stagne, voire il a même régressé au niveau 5, hein, c'est-à-dire CAP, BEP. Pourquoi ? Parce que les patrons, ce qu'ils voudraient, c'est des gens qui soient en fait dociles, mais en même temps déjà un peu formés. Bon. Et puis on sait qu'en plus, là où il y a une insertion professionnelle
qui est plus rapide pour ceux qui sont passés en apprentissage par rapport à ceux qui sont passés sous statut solaire, c'est parce que c'est justement les formations qui sont déjà comment dire, les plus qualitativement réputées, où il y a de toute façon une offre d'emploi plus importante, et ce n'est pas un hasard si aussi les discriminations sont évidemment beaucoup plus fortes dans l'apprentissage que ça n'est sous le statut scolaire. Et cette idée du développement, Macron la lit fortement c'est dans le programme d'En Marche, hein, ça. À l'objectif numéro 6, renforcer et encourager l'autonomie d'établissement, avec l'idée toujours de l'adaptation. Pour certains, on n'ira pas trop loin dans les exigences. Pour d'autres, on pourra pousser évidemment beaucoup plus les ambitions scolaires. Donc, ces sujets-là qui sont discutés, et on essaie à quelques-uns, en tant que syndicaliste enseignant, de faire entendre un peu d'autres voix. On propose un certain nombre d'amendements, tout ça, avec les forces qui sont faibles par rapport, je disais, aux enjeux, mais avec des choses quelquefois hallucinantes, quoi. J'ai une petite anecdote. À un moment, dans le groupe de travail qui avait travaillé sur la définition des diplômes professionnels, alors, il y avait un représentant du SNETA, de FO, je ne sais plus, et puis il y avait Huillard comme patron. Et alors, le groupe de travail rend compte de ces conclusions et dit notamment il faut aider certains petits patrons à venir siéger dans les CPC parce que, par exemple, le boulanger ou le boucher, s'il doit venir une journée à Paris pour participer à la rénovation du diplôme professionnel au moment, bon, pour lui, c'est un manque à gagner parce qu'il ferme sa boutique. Bon, ça. Ce que c'est vrai que le patronat est lui-même extrêmement divers. Bon. Et alors vous avez Huillard, donc lui, groupe Vinci, qui dit « mais c'est un scandale d'entendre ça. Moi, je fais ça par conviction. Quand je vais, d'ailleurs, regardez, aujourd'hui, je suis là, j'ai abandonné mon groupe, etc., etc. Enfin bon, sauf que les rémunérations ne sont pas tout à fait les mêmes entre le boulanger du coin et voilà. Donc c'est un monde, moi, que j'ai découvert en bonne partie, donc assez sûr. J'avais quelques idées sur ce que ça pouvait être, mais ça va encore plus loin que ce qu'on peut quelquefois imaginer sur le mépris qu'ont certains pour le salariat, pour les gens avec lesquels normalement ils produisent de la richesse et sans lesquels ils ne feraient rien. Et puis cette idée toujours d'une mainmise sur l'école, parce que alors on le voit c'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui, mais sur les questions de laïcité, la marchandisation de l'école, on a beaucoup parlé des GAFA là récemment, mais aussi bon, il y a une volonté de toute façon aussi de mettre le pied de plus en plus dans l'école, mais au-delà de ça, vraiment de subordonner aussi un peu les finalités de l'école et les contenus qui sont donnés dans une optique de reproduction à la fois d'un salariat assez flexible, assez mobile, ayant des compétences qui permet de changer, etc. Et puis de gens qui seront ceux qui sont amenés à être les chefs, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que nous, évidemment, on essaie de porter la voix contraire. Merci Frédéric Rollet. On voit bien se dessiner ce paysage du monde de l'école-entreprise. La clim, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je vais essayer de toucher à ces boutons. Pendant que je vais confier la parole à Sabine Rubin, notre députée, et je vais essayer de faire venir quelqu'un pour la climatisation. Je ne garantis rien. Sabine, à toi. Merci. Alors c'est vrai que je suis là en tant que députée, mais j'aurais pu être là en tant que professionnelle, parce qu'il y a 3 mois, je travaillais à la mise en relation entre les écoles d'un territoire et les entreprises. Voilà. Alors je connais tous les dispositifs dont vous parliez, et moi je faisais ça benoîtement. On me demandait de mobiliser les entreprises au service des différents programmes que j'ai vus naître au cours de ces 4 dernières années. Trouvez-moi un stage 3e, vous n'auriez pas un stage 3e, parcours d'avenir par-ci, parcours d'avenir par-là, entreprendre pour apprendre, 100 000 entrepreneurs. Et moi, je naviguais dans ce monde de l'entreprise, et les professeurs, alors plus ou moins, s'y prêtaient plus ou moins. Alors, je devais faire du chiffre, donc il fallait que je mobilise les enseignants, parce qu'en vérité, il y en a la plupart qui n'avaient pas du tout envie.
mais il fallait quand même. Alors si le stage obligatoire, voilà. Donc voilà, je trouvais ça quand même bizarre. Je trouvais ça quand même bizarre de voir quand même qu'à ce point, l'entreprise intervenait dans l'école à ce point-là. Bon, stage 3e, passe encore pour découvrir. Après, il fallait que je fasse des balades de professeurs dans les grandes entreprises ou les petites, etc. Enfin, là, je devais, en septembre, moi, si je n'étais pas là, je devais préparer un rallye inter-entreprise, d'abord pour les enseignants, etc. Bon. Donc, vous voyez, je ne peux pas défendre mon poste, hein, en fait. Voilà. Bon, ça, c'est l'anecdote. Ceci dit, je me suis quand même penchée donc, sur ce long rapport de l'école à l'entreprise dans le cadre de mes professions. Avant que je ne vous parle de l'espoir que pourrait représenter le programme de l'avenir en commun, qui est bien plus sérieux quand même. Bon. Alors bon, c'est vrai que dans les années 70, bon, moi j'avais déjà terminé quasiment mes études, mais j'ai vu que les entreprises, avec le chômage, eh bien, il y avait le patronat de l'époque qui disait que s'il y avait du chômage, moi, je n'avais pas eu tout entendu parler de ça. Hein, bon. S'il y avait du chômage, c'est parce que le système scolaire était inadapté aux réalités économiques. Voilà. Ça a commencé comme ça dans les années 80. Voilà. Alors après, je ne sais pas trop ce qui s'est passé hein, dans le détail. Hein, voilà. Bon, je n'étais pas à l'époque chargée de relations entreprises, mais bon. Ce que je sais, c'est qu'ensuite, c'est devenu une préoccupation de tout le monde et de plus en plus grande de former les jeunes avec cette fameuse adéquation que l'on veut, etc. Et de plus en plus tôt. Et alors, c'est plus simplement qu'il fallait que l'entreprise serve à former les jeunes, mais là, j'apprends, et j'apprends de plus en plus, qu'en fait, on est passé à un stade supérieur. C'est ça, c'est-à-dire depuis 10 ans, avec ces Entreprendre pour apprendre, etc., c'est que c'est l'entreprise qui guide l'école. C'est pas simplement, l'école forcément a peut-être besoin de l'entreprise parfois dans les filières techniques, c'est pas quoi, enfin, on le verra tout à l'heure, et d'ailleurs oui, c'est un des aspects. Mais c'est que là, c'est l'entreprise et ses valeurs qui guident voilà, les programmes, etc., etc. Enfin, je suis surprise d'apprendre, en effet, je l'apprends, que les professeurs sont formés par, les professeurs d'économie sont formés, on vient leur dire ce qu'il faut faire dans leurs cours par des gens du 440. Alors là, je suis même éberluée, quoi. Voilà. Je ne savais pas que ça s'immisçait à ce point. Voilà. Bon. Donc ça, c'était une introduction. Voilà. Et mieux encore, j'ai appris aussi que l'entreprise maintenant fait son marché au sein de l'école avec le numérique. Vous voyez, il y a les régions qui achètent des ordinateurs, d'ailleurs, alors plus ou moins cher. Elles en achètent une partie et les jeunes donc, sont tenus d'acheter l'autre moitié avec des appels d'offres, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment devenu le marché, quoi. L'école est devenue le marché. Et en même temps, en parallèle, il y a une véritable casse. Enfin, on sait bien que l'école ne remplit difficilement les fonctions pour lesquelles elle est. Manque de moyens, manque, etc. Des disciplines qui sont supprimées à la place, au profit d'autres parcours, d'autres thèmes interdisciplinaires, enfin on ne sait plus trop quoi. Voilà. Bon. Alors l'avenir en commun veut rompre radicalement avec cette école, on va dire, au service de l'entreprise et aussi qui est carrément dictée par l'entreprise. Donc quand on dit ça, je veux rappeler en premier que dans le programme de l'avenir en commun, l'école doit qualifier. C'est pas qu'on est hors sol et qu'il n'est pas question de former des gens pour les défis de demain. C'est évident. Donc, un des grands axes du programme L'Avenir en commun, c'est accroître la qualification pour répondre aux défis de demain. Voilà. Et les défis de demain, compte tenu de la mutation du système productif, nécessitent au contraire de renforcer et de valoriser les voies technologiques, mais de haut niveau. De haut niveau. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle un des axes du programme, qui d'ailleurs devra se travailler forcément avec la connaissance du développement économique et du monde économique, c'est de créer des filières polytechniques avec un bac pro en 4 ans, le maillage sur tout le territoire de différentes formations technologiques, sur tout le territoire, favoriser dans les filières pro et les filières techniques la possibilité d'aller en DUT, en BTS, enfin cette prolongation si difficile. Voilà, en DUT et en BTS. Donc,
et voilà. Et aussi, voilà. Et que cet enseignement soit développé dans le cadre de l'institution scolaire. Voilà, de l'institution scolaire hors apprentissage. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est des équipements de qualité, le mailler sur tout le territoire, et aussi, surtout, faire passer 23% à 50% le barème de la taxe d'apprentissage pour le financement des formations technologiques et professionnelles, mais sous statut scolaire. Parce qu'on sait les difficultés de l'apprentissage, ça a été dit, mais moi je l'ai expérimenté. C'est vrai que les jeunes en apprentissage, pour la plupart, abandonnent, d'abord quand ils trouvent un maître d'apprentissage, voilà, mais la plupart abandonnent au bout de 6 mois l'apprentissage. C'est un véritable échec. Voilà. Donc, et supprimer donc les aides à l'apprentissage pour favoriser cette formation sous statut scolaire. Donc une formation de qualité sous statut scolaire. Voilà. Mais le programme, donc, pour dire que ce n'est pas un programme déconnecté des préoccupations économiques, au contraire, mais qui n'est pas dicté par l'immédiateté des préoccupations des grandes entreprises du CAC 40, qui est tout à fait différent. On est clair? Voilà. Alors, c'est aussi une école qui, pour cela, est amenée à instruire, à avoir un haut niveau de qualification. Donc ça, c'est un axe fort. Donc, instruire, c'est transmettre un savoir. On arrête avec ces cours de transdisciplinarité auxquels d'ailleurs les enseignants eux-mêmes peinent à mettre en œuvre parce que rien ne s'y prête, ni l'organisation des emplois du temps, ni les emplois du temps, enfin bref, rien ne s'y prête. On revient donc au contraire à l'axe de la discipline, français, maths, histoire, géo, au cœur des apprentissages, en permettant aussi une grande maîtrise de la culture écrite, pas simplement d'envoyer des mails, mais de la culture écrite de qualité, dans toutes les filières, hein, c'est-à-dire on réintroduit dans la filière technologique et professionnelle des heures de philosophie. On réintroduit aussi, parce qu'en effet, l'esprit d'entreprise apparaît entre les établissements, hein, c'est-à-dire chaque établissement va, tel qu'on est parti, c'est des établissements à la carte, selon les territoires. On estime que là, il faudra du latin, là, il faudra des lettres, là, oui, là, non, on estime en fonction de quoi. Bon, bref. Bon, là, en effet, pour créer des inégalités entre les territoires, on ne fait pas mieux. Bon, voilà. Non, là, c'est un programme partout le même, en effet, où partout, on trouve des options bilingues, des options européennes, des langues anciennes. Voilà. Hein, et on assure un soutien scolaire partout. Alors bien sûr, ça va nécessiter des moyens, des enseignants, etc. Enfin, ce n'est pas l'objet là, de le préciser, mais évidemment, si c'est l'objet de le préciser, non. Bon, voilà, liberté absolue. Bon, je vous renvoie au petit livret qui précise tout ça en nombre. Voilà. Mais c'est aussi une école qui permet, une école obligatoire de 3 à 18 ans, qui donne du temps à l'orientation, non pas en se précipitant dans je ne sais quel stage d'une semaine de découverte où personne ne sait faire qui, quoi, qu'est-ce. Donc ça veut dire renforcer et revaloriser le rôle des centres d'orientation et d'information et des conseillers d'orientation. Voilà. Le droit de redoubler, la possibilité de prolonger d'1 an la présence pour les jeunes allophones. Enfin, bref, une école de l'égalité qui permette à tout le monde de trouver son chemin d'orientation, voilà, avec à disposition tout autour et sur tous les territoires des établissements qui permettent des formations techniques ou professionnelles de qualité. Voilà. Bien sûr, dans le côté érudition, bien sûr, on renforce la culture commune, on ouvre l'accès aux arts et pas simplement dans quelques classes bac littéraires, etc. Voilà. On développe le réseau des professeurs qui enseignent ces matières. Enfin bref, c'est une école qui cultive, qui émancipe par la culture, par l'instruction, et qui permet ensuite, quand le jeune est en âge de s'orienter, de choisir, enfin bon, bref, quoi, enfin, c'est ce qui paraît normal, enfin je sais pas, bon, enfin, je sais pas, en 6e, ça paraît un peu court, eh bien de choisir la formation qu'il désire. Voilà, une école aussi de la citoyenneté, avec une éducation donc morale et civile,
et qui encourage aussi la démocratie scolaire. Enfin, tout ça, c'est pour replacer l'école et sa fonction, celle pour laquelle la France a tranché à un moment donné, l'école de Jules Ferry. Enfin, c'est-à-dire le débat école-entreprise, il n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, dans l'époque industrielle, on se demandait qui formait l'entreprise ou l'école. Et quand on a fondé l'école, c'était pour qu'elle instruise. Il faudrait peut-être lui redonner cette place-là, de sorte qu'ensuite, dans le cadre de cette émancipation, les gens puissent se qualifier au regard des nécessités du monde économique. Voilà. Alors, une école, bien sûr, qui serait libérée des différentes influences dont on vient de parler et dont je vais encore creuser les pistes, parce que là, moi, je vous dis, je découvre à quel point l'entreprise guide les choses. Donc, en tant que député, du coup, ce que je me propose de faire, voilà, dans le cadre de cette commission, c'est de demander la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information qui permette de bien comprendre et de bien mettre en évidence la nature des partenariats qui existent. Il y a eu des partenariats entre le MEDEF et l'Éducation nationale, etc. Peut-être sous couvert d'orientation, sous couvert d'aider à je ne sais pas quoi. Bon, bref, enfin, je ne sais pas quoi, si, je le sais, puisque je le faisais. Bon, mais bon, voir jusqu'à quel degré ça influence et ça met ma mise sur cette école que nous souhaitons, qui est plus une école de l'instruction et non pas une école pour former les futurs salariés et soldats de demain. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci Sabine. Alors je crois que c'est... Le micro est là. Et donc, à vous la parole. Si vous avez des questions, des interventions, des remarques, je vois que de nombreuses mains se lèvent. Alors, sachant qu'il nous reste, Francis, tu n'organiseras pas ce tour de parole, tu l'as déjà fait 2 fois ce matin. Il nous reste à peine 30 minutes. Voilà, donc je vous demande d'être assez bref dans vos interventions et d'aller vers Paul, la 30 question. minutes dans une partie pour la tribune qui reviendra. Évidemment. D'accord. Donc, un quart d'heure, 20 minutes de questions, grand maximum. On va voir les... Ok. On va voir. Oui, j'essaye d'aller vite. J'ai été très intéressé par tous les éléments qui nous ont été donnés, notamment l'intervention du camarade au tout début, qui est revenu sur la question des compétences. Un truc très simple, je pense, un exemple très simple pour bien piger l'intérêt que les patrons, parce qu'au point de départ, debout, ok. Au point de départ, ça vient du CNPF, hein, les compétences, ça vient du patronat. Et la raison pour laquelle il y a une telle pression pour imposer les compétences en lieu et place des diplômes, en lieu et place des qualifications, c'est très simple. Les patrons le disent eux-mêmes. Pour avoir, par exemple, une coiffeuse, il faut quelqu'un qui ait un CAP ou un BEP coiffure. Mais par contre, pour balayer les cheveux ou pour faire des nattes, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui dispose d'un CAP ou d'un BEP. J'ai besoin par contre de quelqu'un qui a des compétences très ciblées, que je vais pouvoir utiliser pour des tâches tout aussi ciblées et que je vais pouvoir en plus, et que je vais pouvoir ensuite, en fonction des besoins du moment, lourder dès que l'occasion se présentera en quelque sorte. Et il y a un lien direct avec ce qui a été expliqué ensuite, notamment sur la question de l'apprentissage, et c'est un des chantiers importants de Macron et de son ministre de l'Éducation pour les mois qui viennent, la généralisation, en tout cas tenter d'aller vers la généralisation de l'apprentissage. Et pour tout simplement mettre cette main-d'œuvre que sont les élèves de lycée professionnels sous la coupe directe des patrons et de leurs intérêts. Et je pense qu'il y a quand même un élément qu'il faut souligner, c'est que c'est pas un hasard si ça intervient exactement au même moment qu'ils s'en prennent au Code du travail, qu'ils veulent aller beaucoup plus loin que la réforme El Khomri et la pousser à son terme. C'est une seule et même logique. Ce gouvernement est engagé dans une offensive contre l'ensemble des conquêtes sociales et les lycées professionnels, de la même manière que le Code du travail, les conventions collectives, ce sont des conquêtes sociales majeures, eh bien, de la même manière, l'enseignement professionnel sous statut scolaire dont tu as parlé, c'est une conquête sociale majeure de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier. Dans le mouvement même où
la classe ouvrière, où ces organisations se battaient et se sont battues pendant des décennies pour arracher des conventions collectives, dans le même mouvement, ils se battaient pour arracher à l'exploitation ceux qui apprenaient leur métier sous la tutelle du patron. C'est ça très exactement. Et je pense qu'aujourd'hui, on est face à cette offensive majeure. Et ce qui sauvera l'école, je le pense, c'est le mouvement d'ensemble pour faire barrage à cette offensive, pour tout liquider. Parce qu'ils sont en train, et leur objectif, c'est de tout liquider. Et je pense que ce que j'entends, je suis comme beaucoup ici, parmi vous depuis hier, ce que j'entends va dans ce sens et permet de se rassembler dans cet objectif. Et je termine en disant quand même que sur la résistance, parce qu'au tout début, tu disais que par rapport aux compétences, il y avait parfois un certain silence des compétences notamment, hein, des organisations syndicales. Je n'aurais pas forcément un jugement aussi sévère. Je sais par exemple que sur la réforme du collège, très récemment, c'est tout récent, hein, ça vient de se dérouler, il y a eu une bagarre acharnée contre la réforme du collège, avec un paquet d'organisations syndicales sur lesquelles se sont appuyés les enseignants. Alors, au bout du compte, ça n'est pas passé, mais ce qui est certain, c'est que cette réforme du collège, par exemple, elle ne passe toujours pas dans les salles des profs. Les enseignants sont toujours vent debout contre ces conséquences, et la destruction de l'école en règle générale et des statuts, etc., ne passe toujours pas chez les personnels. Voilà, j'en ai terminé. Merci. J'ai 4 demandes de parole. J'ai 4 demandes de parole tout à fait en haut. J'en ai maintenant en bas. Donc, oui, mais il y en a deux qui m'avaient aussi demandé en haut. Donc, essayez de faire assez court. Paul, tu me diras quand il faut terminer cette phase. Bonjour. Du coup, en fait, j'aimerais vous parler, sur votre dernière intervention. Oui, pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Du coup, en fait, voilà, je voulais vous parler. Je comprends pas pourquoi vous mettez en compétition les gens qui font un BEP, CAP et les gens qui font un IUT ou autre. On n'a pas à mettre en compétition parce que c'est rentré dans le jeu des entreprises de faire ça. Et est-ce qu'il ne faudrait pas, à l'école, remettre le plaisir d'apprendre avant tout ? Il y a la... Bon, du coup, je ne réponds pas, mais en tant qu'enseignante en lycée professionnel, il y a effectivement l'idée du bac professionnel et qu'on a longtemps vu comme une poubelle dans laquelle on mettait les élèves dont plus personne ne voulait, ce qui peut être parfois, mais qui est plus le cas aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de difficultés sur cet enseignement-là, mais ce n'est pas sur ça que je voulais parler. Un des arguments qui est donné sur le lien avec l'entreprise, bon, on a dit l'endogamie, les profs connaissent rien, l'économie connaissent rien, ils font pas d'argent. D'ailleurs, ils ont des salaires de minables pour un travail très dur, donc c'est bien la preuve que les patrons ont raison. Mais l'argument qui nous est donné essentiellement sur la carte des formations, c'est la proximité géographique. Et moi, je suis pour insister là-dessus, parce que souvent, quand on n'est pas le nez dans le guidon, on se dit c'est pas idiot de faire un travail autour des métiers de la mer quand on habite à côté des métiers de la mer. Bon, voilà. Pour une ville comme Marseille, il y a exactement 2 bacs sur les métiers maintenance nautique. Dans ces 2 bacs-là, il y en a un dans les quartiers nord, un dans les quartiers sud. La région nous a mis les 2 bacs en concurrence et a demandé à ce qu'on en ferme un. Et dans une ville comme Marseille, il n'y a aucune formation sous statut scolaire et même sous statut autre, parce qu'il y a plein d'autres choses, sur le tourisme. Les formations sur le tourisme sont à Aix. Donc il ne faut pas imaginer, et c'est vraiment l'argument qui est donné massu sur nous, on connaît notre terrain et nous, on va dire quels employés on a. Cette efficacité-là, elle est totalement fausse. Ce n'est pas vrai que le patronat a un œil très fin sur quel métier il faudra dans l'avenir. Et d'ailleurs, ils se trompent très souvent. Voilà. Voilà. Oui, bonjour. Je voudrais revenir sur le programme de la France Insoumise en termes d'éducation. Comme il y a Frédéric Rollet dans la salle et puis comme il y a de nombreux enseignants sans doute ici, je voudrais savoir si l'idée de remettre un bac pro en 4 ans, c'est une idée qui a été débattue au niveau de la France Insoumise. Qu'est-ce qu'en pense le SNES-FSU? Qu'est-ce qu'en pensent les profs en général?
si vous les représentez, peut-être vous pouvez nous en donner une idée. Ensuite, je vous ai entendu parler de l'interdisciplinarité et de dire que c'était quelque chose qu'il fallait abandonner et revenir aux disciplines. Je ne suis pas tout à fait d'accord, convaincu que l'interdisciplinarité soit à bannir des bancs de l'école. Voilà. Oui. Moi, je voulais poser la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait en arriver là aujourd'hui, avec une école comme ça, et savoir quel est l'intérêt de rechercher les racines de l'école de Jules Ferry. Parce qu'en fait, il y a des racines à ça, il y a un fondement. Donc les racines de l'école de Jules Ferry, il faut que je vous lise quand même ce qu'il disait. Ce qu'il disait quand l'école laïque a été créée et pour l'égalité de tous. Dans les écoles confessionnelles, les jeunes reçoivent un enseignement dirigé tout entier contre les institutions modernes. On y exalte l'ancien régime et les anciennes structures sociales. Si cet état de choses se perpétue, il est à craindre que d'autres écoles se constituent ouvertes aux fils d'ouvriers et de paysans, où l'on enseignera les principes diamétralement opposés, inspirés peut-être d'un idéal socialiste ou communiste, emprunté à des temps plus récents, par exemple à cette époque violente et sinistre comprise entre le 18 mars et le 24 mai 1871. Ça, c'est Jules Ferry qui disait ça. Et donc la naissance de notre école part de ça. C'est-à-dire que le projet d'école de Jules Ferry était fondamentalement un projet d'école politique. Politique et celui, comme par hasard, de la bourgeoisie industrielle et moderniste de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que nous en sommes toujours au même endroit. Voilà. Ils avaient besoin d'avoir des gens pour travailler, enfin la bourgeoisie évidemment industrielle. Ils avaient besoin de jeunes, ils avaient besoin de main-d'œuvre, et donc ils ont fait une école pour eux. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc cette critique-là, il faudrait vraiment la penser beaucoup plus largement. On va encore prendre deux questions. Deux questions. Bon, alors ceux qui prennent la parole, vous mettez debout. Bon, alors là, on a parlé des liens entre entreprises et écoles. Je voudrais juste amener une autre réflexion, qui est sur le fond de ce qu'on apprend en école. Parce qu'il me semble que les entreprises ont tout intérêt à ce que le rapport qu'on a à la connaissance soit un rapport d'autorité et presque de croyance. C'est-à-dire que ce qu'on connaît, on le connaisse par argument d'autorité, parce que l'argument d'autorité est quelque chose qui avantage les patrons des entreprises, puisque c'est eux qui ont beaucoup de fonds, etc., qui ont de quoi dans l'argument d'autorité, être les plus forts. Et donc l'esprit critique, c'est ce qui peut nous permettre de nous émanciper des savoirs qui sont donnés par ceux qui prétendent de les donner par argument d'autorité. Et donc dans le fond, je pense qu'il faudrait qu'on pense l'école pour que chaque citoyen ait un rapport à la connaissance qui soit un rapport argumenté et pas un rapport d'argument d'autorité. Par exemple, je pense qu'il faudrait qu'on ait tous les clés élémentaires de la logique qui font qu'une idée est vraie ou non selon des arguments logiques et non pas parce que telle personne qui est un très grand scientifique ou un grand patron l'a dit, mais parce qu'il y a des clés logiques qui montrent qu'il y a une vérité objective à cette idée. Donc ces clés de logique, je crois qu'il faudrait les apprendre tôt et mettre en avant les matières qui promeuvent le raisonnement. Donc par exemple pour les scientifiques, les mathématiques et la logique, et puis pour les littéraires, la philosophie, et autrement dit faire de la philosophie très tôt et apprendre pour tous, même ceux qui ne se destinent pas à une carrière scientifique, les clés du raisonnement logique. Alors, on va forcément créer des frustrations. Désolé, mais... Je travaille au sein d'une multinationale informatique, une grosse multinationale nord-américaine, 75 000 personnes dans le monde et 10 000 salariés en France. Microsoft. Et ils ont créé cette année
ce qu'ils ont appelé l'école du développeur. C'est-à-dire qu'ils ont 6 sites en France, 6 écoles, c'est pas difficile de trouver 6 écoles d'ingénieurs informatiques. Ils vont payer les études de 30 élèves par site, donc ils savent que dans 3 ans, ils auront 180, une fournée tous les ans de 180 jeunes qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Et comme ils auront payé les études, le deal, c'est tu viens travailler chez moi. Donc le sujet est arrivé au comité d'entreprise au titre de l'information du CE, et tout ce qu'on a pu faire, parce que le CE n'a pas voix au chapitre sur la façon dont l'entreprise dépense son argent, on a simplement veillé à ce que les jeunes en question aient le choix de dire non. Donc c'est sur la base du volontariat, ils signent effectivement un accord avec l'entreprise et éventuellement ils viendront travailler dans la boîte quand ils auront leur master. Mais bon, étant donné qu'ils auront eu les études payées pendant 3 ans, on se doute bien qu'ils vont venir et qu'ils seront corvéables à merci pour la boîte qui a payé leurs études. Et comme Madame Rubin a dit qu'elle va demander la création d'une commission sur la nature de ces prestations, je vous donne tout de suite le nom de ma boîte. Ça s'appelle CGI, Compagnie Générale de l'Informatique. Et si eux font ça, toute la concurrence va faire ça. Capgemini, Steria, Sopra, ils vont tous le faire. Et ils le font déjà. Donc le problème qui est derrière cette histoire, c'est qu'on voit ce qu'ils sont en train de faire avec les ordonnances contre la loi travail. Ils veulent se débarrasser des branches professionnelles, des conventions collectives, des organisations syndicales, tout ça, ça les gêne. Dans toutes les conventions collectives, il est écrit que vous avez tel grade, vous avez tel salaire. C'est le minimum auquel toutes les conventions collectives doivent se caler, enfin toutes les entreprises doivent se caler. Sachant que derrière ce grade ou ce coefficient, vous avez un diplôme. C'est écrit en toutes lettres dans les conventions collectives. Si vous avez un diplôme de l'enseignement supérieur, donc vous êtes plutôt cadre et plutôt à tel grade et plutôt payé tant. S'ils suppriment les conventions collectives, plus besoin des diplômes. Parce que ce qui va se passer, c'est que ces 180 jeunes qui vont arriver tous les ans dans ma boîte, ils n'auront plus besoin d'une compétence, je veux dire, de culture générale, mais de micro-compétences, de micro-savoirs parfaitement adaptés au travail qui leur sera demandé chez CGI. Et peut-être même pas chez Steria ou Sopra. Et qui seront uniquement adaptables à une boîte et une seule. Et il n'y aura plus de connaissances générales. Merci. Alors, je passe la parole à nos intervenants pour quelques réactions. Sylvain, d'abord. Oui, merci. Oui. D'accord. Je vais commencer, Madame, merci donc, de cette très très belle citation. Et d'ailleurs, je ne cite jamais Jules Ferry. Et maintenant, je sais pourquoi. Merci. Donc, oui, en effet, il y a un problème en creux dans toute cette histoire. C'est évidemment que j'essaie d'en parler en vous disant que l'école a toujours été au service, en fait, du système économique, capitaliste en particulier, mais plus ou moins protégé dans son rapport institutionnel aux religieux, à l'économique, etc., au social, etc., etc. Donc c'est vrai. Mais en effet, prendre comme référence l'école de Jules Ferry ne me convient pas. Et si jamais, en plus, on réfléchit au système scolaire, ce qui est en fait assez frappant, c'est que les sociologies critiques de l'école, ce sont elles en fait qui ont vraiment mis en difficulté le système scolaire. Mais à juste titre, sur la reproduction sociale, parce qu'on parle des lycées professionnels, on parle des BEP, etc. Mais on sait aussi à quel point on retrouve les enfants des classes populaires dedans. On sait très très bien, moi j'ai entendu les propositions de réforme, je ne les connais pas à vrai dire de la France Insoumise, et c'est vrai qu'il y a un problème de ghettoisation aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné on retrouve aux mêmes endroits, vous savez les ghettos de riches en France constitués, des quartiers fermés dans lesquels on ne peut pas accéder, des écoles de plus en plus privées, l'argent des cours particuliers, etc. etc. Vous voyez, tout ça c'est une question qui est vraiment sous-jacente à ce qu'on est en train de dire là. C'est-à-dire que, pour reprendre vos propos, madame, en effet, la base de volontariat, vous avez bien raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné où on vous propose une formation entièrement financée, on voit bien qui va y venir par contrainte. Donc là, c'est toujours pareil, vous savez ce qu'on dit sur le poulailler et le renard. Hein. Vous prenez un renard, vous prenez des poules, et vous proposez de la liberté pour tout le monde. Évidemment, le renard est pour. Voilà. Voilà. Les poules sont plutôt pour de l'égalité, vous voyez ce que je veux dire, de la loi, quoi, du genre, je ne mangerai pas mon prochain s'il a des plumes, enfin, tu vois. Donc, dans l'idée, on est sur cette même logique-là. Et ce qui sous-tend, évidemment, tout ça, c'est des problèmes d'inégalité d'accès aux différents types d'études. Il est beaucoup plus dur pour un fils d'ouvrier d'entrer à Sciences Po qui a 30 ans, et ainsi de suite. Ça, c'est un véritable problème. Éliminer les grandes écoles, etc., etc. Je pense que c'est en effet des propositions.
Désolé. Après, ce qu'il y a, c'est que dans le principe, après, bon, j'essaie de rebondir un peu à droite à gauche comme ça, mais c'est vrai que, oui, alors, pour l'interdisciplinarité, bon, c'est pareil, hein, je veux dire, clairement, moi, j'essaie de la pratiquer au maximum. D'ailleurs, je suis enseignant en sciences économiques et sociales. Donc, d'ailleurs, j'avais fait un article, mon diplôme 2 ans avant, sur où est passée l'histoire économique, où est passée l'histoire de la pensée économique. On a éliminé l'histoire de nos programmes. Éliminé. Voilà. Je peux vous dire, je suis allé chercher un livre de seconde des années 70, un des premiers bouquins. Je demande donc à la bibliothécaire de m'apporter le bouquin. Elle m'apporte 4 tomes, 1300 pages. Moi, mon livre de seconde, il fait 200 pages. Et je me suis dit, non, mais elle ne m'a pas compris du tout. En fait, elle m'a apporté 4 bouquins. Non, non, pas du tout. Et à ce moment-là, dans ces livres-là, on retrouvait quoi? L'entreprise comme étant un concept historique. Voilà. Donc, oui, et pas une donnée, et pas, voilà, etc., etc. Maintenant, dans mon livre de première, ben, il y a, par exemple, un bilan d'une entreprise ou le récit d'un héros, Zuckerberg ou je ne sais pas quoi, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on est dans la petite histoire de l'entreprise. Voilà, donc l'interdisciplinarité, moi, je m'inscris pleinement. Merci. Frédéric? Oui, quelques mots. Bon, tout d'abord sur les fondements historiques de la constitution du système éducatif français. C'est vrai qu'il y a toujours eu une volonté de plier aussi l'école aux besoins du patronat, mais je pense qu'il faut qu'on fasse attention à pas avoir une lecture complètement linéaire, en oubliant aussi, et je m'en félicite, ce qu'a été le poids de la demande sociale. Et ce qui a été aussi le poids de la conflictualité. Si on regarde les grands plans, quand il y avait des plans qui, par exemple, De Gaulle fait un plan en disant on va avoir besoin, on a un besoin d'augmenter les qualifications des jeunes. Alors ce n'est pas du tout par volonté d'émanciper les jeunes des classes populaires, mais c'est parce que effectivement, quand on regardait ce qu'étaient les besoins de l'économie, la transformation des métiers, etc., on avait besoin qu'il y ait davantage de jeunes qui soient qualifiés. Mais du coup, à chaque fois, ça a été débordé par la demande sociale, par la pression sociale, et la création du bac pro en 85, c'est aussi cette idée à un moment et maintenant de prolonger les études au-delà d'ailleurs du bac, puisqu'au départ le bac pro c'était destiné uniquement à l'insertion professionnelle. On voit maintenant la demande de poursuite d'études au-delà se fait, avec tous les problèmes qu'on sait d'ailleurs. Donc il y a aussi cette dimension. Alors, très rapidement sur le bac pro en 4 ans, c'est vrai que dans les FSU, les collègues qui travaillent, notamment à l'intérieur du SNUEP au lycée professionnel, nous disent que ça a été une escroquerie de dire on va aligner en 3 ans sous prétexte de égale dignité. Bon, alors en plus, de toute façon, même dans les séries générales et technologiques, il y a des jeunes qui font un parcours de fait en 4, mais le problème n'est pas là, c'est qu'à un moment, il y a certains jeunes qui, du coup, décrochent, qui n'ont pas justement leur bac. Donc, si on avait voulu vraiment à ce moment-là que le bac pro en 3 ans réussisse, ça supposait toute une série de conditions, de dispositifs d'aide, de passerelles, etc. Et tout ça n'a pas été mis en place. On a décrété, on réduit l'offre de formation, on supprime un niveau. Les gens qui faisaient leur diplôme de façon avec des marches, si je puis dire, d'abord un BEP, puis ensuite éventuellement un bac pro, ces jeunes-là, pour certains d'entre eux, se trouvent fortement en difficulté et on a du coup un taux d'abandon assez important. Donc pour l'instant, oui, on est plutôt pour le rétablissement du bac pro 4 ans, en 4 ans. Sur l'interdisciplinarité, moi je nuancerai un peu, parce que si on s'est beaucoup élevé contre la réforme du collège, c'est parce que d'abord c'était pas à travers les EPI, c'est pas de l'interdisciplinarité qui était proposée, c'est juste de la juxta au mieux disciplinarité. Et encore, moi j'ai mes collègues de langue, on leur demandait, le prof de géo disait on étudie les États-Unis, tiens traduis-moi tel texte en anglais. La langue est un outil dans ces cas-là, mais c'est pas ça de l'interdisciplinarité. Et donc on avait travaillé avec un certain nombre de chercheurs, notamment à Paris 8, qui montraient que l'interdisciplinarité, ça peut être intéressant, mais c'est très difficile. C'est difficile, ça suppose un certain nombre de conditions, ça suppose qu'il y ait du temps de formation et du temps de concertation entre les profs, ça suppose une progressivité, ça suppose des programmes qui s'y prêtent, et aucune de ces conditions n'a été réunie. Donc on était dans l'affichage. Ensuite, sur les savoirs, les disciplines qui donnent l'esprit critique, ce que disait le collègue,
je pense que toutes les disciplines peuvent donner de l'esprit critique. À partir du moment où les savoirs scolaires obéissent à des contraintes justement de prise de distance, on montre aussi comment il n'y a pas de vérité absolue, mais comment dans un certain nombre de connaissances ont donné lieu à des allers-retours, comment il y a eu des débats, des controverses autour d'un certain nombre de notions. C'est la façon de les aborder. Par contre, moi je crois vraiment qu'il faut sans doute développer davantage qu'on ne le fait dans l'école française, l'idée que les jeunes puissent avoir des débats, mais des débats argumentés, et pas voilà, bon allez-y, débattez, etc. Bon. C'est faciliter à la démocratie collégienne et lycéenne et leur permettre justement de voir comment à un moment on construit un argumentaire dans le cadre d'une controverse, semble-t-il, mais qui doit s'appuyer sur de véritables contenus. Voilà, bon après il y a beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas trop le temps de... Merci Sabine. Oui, concernant l'école, je voulais dire que j'ai circonscrit mon propos sur le thème école, entreprise, donc plus orienté forcément vers les liens et les formations techniques et professionnelles. Hein. Je n'ai pas à parler de l'ensemble de l'école en général. Mais pour revenir en effet à Jules Ferry, ben moi, vous avez bien fait de le lire, je sais bien que ce n'est pas Jules Ferry, etc. Mais à l'époque, en tout cas, le débat a été tranché que les jeunes ne seraient pas formés par le patron. Voilà. J'ai pris ce nom de Jules Ferry parce qu'à l'époque, en fait, les jeunes ouvriers étaient formés par le patron. Et comme vous le rappeliez, à juste titre, voilà, ça a été une lutte qu'ils soient formés par l'éducation publique. Voilà, c'est ça, Jules Ferry ou pas Jules Ferry, je souhaitais le préciser. Voilà. J'ai pas compris votre interprétation du bac pro, BEP, CAP. Ce que je sais, c'est que l'idée, c'était de construire des lycées polytechniques incluant tous les niveaux liés à une filière et permettant donc des échanges, des possibilités de s'y inscrire, etc. Voilà. Voilà. Bon, bref, enfin bon. Hein, donc je ne l'ai pas compris. Voilà, c'était ces lycées. Ah non. Non. Ah bah évidemment. Oui, oui, non, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, non, mais d'accord, ok. Non, il n'y avait pas de niveau, haut niveau, rien de niveau, non, c'est pas ça. C'était l'idée, c'est qu'un lycée polytechnique permet d'intégrer l'ensemble de ces parcours, niveaux, dans une ambiance un peu multiple, on va dire. Voilà. Et l'interdisciplinarité, dernier point, ça existait bien avant, hein, ça existait avant que ce soit posé dans la loi. On a tous connu des professeurs qui faisaient des cours transversaux. Simplement, ça retire des heures de discipline scolaire, il faut le savoir. Voilà. Merci à tous. En guise de conclusion, je voudrais vous dire deux choses et je remercie nos intervenants une dernière fois, que nous aurons demain, je crois, vers midi, il me semble, les apéros délivrés. Il y avait une question sur comment on travaille. Donc rendez-vous aux apéros délivrés et je serai là pour le livret éducation. Donc ce sera l'occasion de préparer le travail qui vient. Et parmi ce travail, il y a une des mesures du programme L'Avenir en commun, à propos de ce dont nous avons parlé aujourd'hui, qui est la proposition d'un audit citoyen de ces partenariats. Parce qu'ils sont nombreux, on les découvre, certains sont aujourd'hui connus, d'autres peut-être pas suffisamment. Et je crois qu'il y a une tâche politique pour un mouvement comme le nôtre, que de s'emparer de cette question, que la société s'en empare pour regarder ce qu'on fait de notre école, qui participe à l'élaboration des politiques éducatives. Ce devrait être la nation, c'est-à-dire la communauté des citoyens, et manifestement, ça n'est plus exactement cette situation. Donc nous aurons sans doute des initiatives dans les mois qui viennent à propos de cet audit citoyen des partenariats entre l'école et le monde de l'entreprise ou les entreprises. Bon après-midi.